La France veut tenter de relancer le processus de paix au Proche-Orient. Jean-Marc Ayrault va défendre la position de la France. La solution est à 2 États, selon le ministre des Affaires étrangères. Près de 70 pays sont présents ce dimanche à Paris, mais les Israéliens et les Palestiniens sont absents. Nous irons sur place. Aux États-Unis, la riposte de Donald Trump à John Lewis, compagnon de Martin Luther King. Il avait annoncé qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture du président élu. Par tweet, Donald Trump lui a répondu qu'il fera mieux de s'occuper de sa circonscription plutôt que de se plaindre des résultats de l'élection. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, les 2 matchs joués hier, Gabon-Guinée-Bissau et le Cameroun face au Burkina Faso se sont achevés sur le même score, 1 but partout. 2 matchs à suivre, l'Algérie face au Zimbabwe et ce soir la Tunisie contre le Sénégal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La conférence internationale pour le Proche-Orient, seconde conférence voulue par la France qui accueille près de 75 pays sans les Israéliens ni les Palestiniens. Cette conférence a un seul objectif, maintenir la perspective de 2 États. Cette perspective est mise à mal par l'extension des colonies israéliennes et par l'affaiblissement de l'autorité palestinienne. On écoute le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Le premier objectif, c'est de redire avec force que la solution des 2 États est la seule possible, la seule qui permette de répondre aux aspirations légitimes et aux droits des 2 parties. Le deuxième, c'est de marquer notre disposition collective à contribuer concrètement à recréer les conditions d'une négociation entre les parties. Puis enfin, le troisième objectif, c'est de tracer des pistes d'action pour les semaines et les mois à venir. On retrouve Pierrick Laurent sur place dans le 15e arrondissement. 75 pays sont représentés, soit 40 de plus que lors de la première conférence de Paris. Le fait que les 5 pays membres du Conseil de l'ONU soient également là, n'est-ce pas déjà en soi un succès, même si les 2 protagonistes sont absents ? Alors effectivement, on peut parler de demi-succès diplomatique pour la France parce que, vous l'avez dit, il y a plus du double du nombre de pays qui étaient représentés lors de la première conférence qui s'était tenue en juin dernier. Il y a une 40aine de ministres des Affaires étrangères qui sont présents. John Kerry, le secrétaire d'État américain, sera présent aujourd'hui pour ces discussions. Donc effectivement, il y a une forme d'engouement de la communauté internationale pour cette question, pour ce conflit israélo-palestinien qui était pourtant relégué au second plan ces derniers mois. Donc en ce sens, c'est un succès pour la diplomatie française. Maintenant, il faut bien voir que les objectifs ont été revus à la baisse. Au départ, cette première conférence du mois de juin avait pour objectif de préparer une seconde conférence où les Israéliens et les Palestiniens seraient invités, où on leur proposerait un cadre précis pour relancer des négociations de paix. Finalement, eh bien, devant la réticence, pour ne pas dire l'opposition complète des Israéliens, eh bien, ni les Israéliens ni les Palestiniens n'ont été invités directement à cette seconde conférence. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a redit ce matin que c'était une conférence futile. Il estime que cette conférence elle est organisée par les Français et les Palestiniens ensemble contre Israël. Quel est le but de cette conférence ? Alors l'objectif premier, eh bien, on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Jean-Marc Ayrault, c'est effectivement de rappeler ce qui fait aujourd'hui consensus dans la communauté internationale, c'est-à-dire il y a une seule solution, c'est la solution à 2 États. Or sur le terrain, eh bien, cette solution elle est mise à mal. Alors des groupes de travaux se sont réunis ces derniers mois déjà pour aller vers cet objectif, proposer peut-être des carottes, si on veut, aux Israéliens et aux Palestiniens, des avantages commerciaux qui pourraient leur être donnés une fois que la paix sera enfin trouvée. Mais aujourd'hui, on voit que tout cela est bien compliqué. L'autre objectif de cette conférence, au-delà de ce qui fait vraiment consensus, ce sera peut-être d'envoyer un message à la prochaine administration américaine. Vous savez que dans 5 jours, Donald Trump deviendra le nouveau président des États-Unis. Il a déjà promis de bouger l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Ce serait un vrai changement au niveau diplomatique international, car pour l'instant, Jérusalem n'est pas reconnue comme la capitale de l'État israélien. Et donc, en faisant ce changement, ce serait une vraie révolution dans les relations diplomatiques. Et eh bien, beaucoup de pays espèrent que le communiqué final aura à l'intérieur une clause, un message très clair pour l'administration Trump qui dirait que n'importe quel pays qui prendrait une initiative unilatérale de ce type eh bien, changerait la donne pour la suite d'un éventuel processus de paix. Merci beaucoup, Pierrick Laurent, pour votre analyse.
Aux États-Unis, le président élu Donald Trump a vivement critiqué un élu démocrate, figure historique du mouvement des droits civiques. Une nouvelle polémique à l'ouverture d'un week-end de commémoration de Martin Luther King. Mark Pope. Donald Trump n'aime pas qu'on le critique et il l'a une nouvelle fois prouvé. Cette fois, le président élu s'en est pris au parlementaire John Lewis, une figure très respectée du mouvement des droits civiques. Ce pilier du Congrès a en effet annoncé qu'il n'assisterait pas à l'investiture de Donald Trump car il ne le considère pas comme légitime. Une déclaration qui vient s'ajouter à d'autres critiques. Nous avons accompli beaucoup. Nous avons fait des progrès, mais nous n'y sommes pas encore. Il y a des forces qui veulent nous faire revenir en arrière à une autre époque. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons aller de l'avant. Donald Trump a immédiatement dégainé, estimant que John Lewis ferait mieux de passer du temps à s'occuper d'aider sa circonscription. Un échange d'amabilité qui coïncidait justement avec une manifestation à Washington des défenseurs des droits civiques, une marche menée par le révérend Al Sharpton qui a promis de surveiller Trump de près. Vous pouvez changer de président, mais nous on s'apprête tout juste à changer de jambe et à continuer notre marche. Nous ne reculerons pas. Nous ne serons pas trumpés. John Lewis a été un compagnon de route de Martin Luther King. Il a ainsi fait partie des Noirs américains battus par des policiers à Selma en 1965, une marche de protestation qui a fait date dans le mouvement des droits civiques. Cette polémique survient au moment où les Américains préparent leur hommage annuel à Martin Luther King, à quelques jours de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Un nouveau massacre dans une prison au Brésil. Au moins 3 prisonniers ont été décapités. Des gangs criminels rivaux se sont affrontés hier soir dans la plus grande prison de l'État de Rio Grande. La police et les agents pénitentiaires ont dû attendre l'aube pour pénétrer dans les bâtiments. Les détenus avaient coupé le courant et étaient lourdement armés. Les violences carcérales ont fait une centaine de morts depuis le début de l'année. En Syrie, une nouvelle attaque du groupe État islamique dans la province de Deir ez-Zor. Au moins 12 soldats et 20 djihadistes sont morts dans les violents combats dans cette ville de l'Est, selon l'OSDH. Les islamistes contrôlent 60% de la ville. Ils ont lancé leur offensive pour s'emparer des secteurs aux mains du régime. En Irak, les forces spéciales ont repris l'université de Mossoul au groupe terroriste État islamique. Il s'agit maintenant de reconquérir la totalité de l'Est de la deuxième ville, bastion des djihadistes. Nous pouvons dire que l'université a été libérée, a déclaré un commandant du service du contre-terrorisme. Au Bahreïn, 3 chiites exécutés. Ils ont été condamnés à mort pour le meurtre de 3 policiers lors d'un attentat à la bombe en 2014. Ces exécutions ont provoqué des manifestations dans plusieurs villages chiites. Des dizaines d'hommes et de femmes sont descendus dans la rue, soutenus par des organisations des droits de l'homme. Un mot de la politique en France. La primaire à gauche en vue de l'élection présidentielle. Les 7 candidats à cette primaire ont rendez-vous ce soir à 18h pour un nouveau débat. C'est le deuxième. Ils seront interrogés principalement sur la santé, l'environnement, la lutte contre la délinquance et l'éducation. Émission spéciale ce soir sur notre antenne autour de Roselyne Fèvre. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné hier au Gabon. Égalité parfaite à Libreville. Match nul entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Un but partout également entre les Burkinabés et les Camerounais. Et Tanadji. Survoltés, ces supporters gabonais célèbrent le lancement de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance est festive pour le match d'ouverture de la compétition. Les fans les plus inconditionnels ont fait le déplacement de tout le continent pour soutenir leur équipe. Aujourd'hui, que tu sois gabonais, camerounais, nigérien ou quoi que ce soit, c'est d'abord l'Afrique que nous célébrons. C'est quelque chose qui nous enchante tous. Et on espère que le Gabon ira beaucoup plus loin. Pourquoi pas la finale? Et pourquoi pas gagner cette CAN? Les Panthères commencent pourtant la compétition avec une contre-performance. Un match nul à domicile face aux Bissau guinéens qui participent pour la première fois à une phase finale de la CAN. Après un premier but du Gabonais Aubameyang, les Licaons égalisent grâce à Marino Suarez dans le temps additionnel. La Guinée-Bissau n'a jamais abandonné. Les joueurs ont adopté une bonne stratégie contre nous. Il aurait fallu qu'on ait un meilleur jeu. Le Cameroun a aussi fait match nul contre le Burkina Faso. Les 4 sélections ont raté l'occasion de prendre la tête du groupe A. Prochaine rencontre mercredi pour voir quelle équipe se démarquera. Et place au groupe B aujourd'hui. L'Algérie face au Zimbabwe, puis la Tunisie affrontera le Sénégal, comme vous le voyez sur l'écran. Et c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, à la chef d'édition Charlotte Prudhomme, à Hugo Barbieux et à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais et en arabe. Merci à vous tous.